Bien, bonjour à tous. Voici le diaporama sur l'expérimentation animale que nous aurions dû traiter mercredi à 8 heures. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, n'est pas trop stressé avec cette période un petit peu compliquée. On va essayer de continuer à travailler dans des conditions un petit peu particulières, mais accrochez-vous, de toute façon, il n'y a qu'à attendre et puis ça va se résoudre. Voilà, donc on s'était quitté la dernière fois, la semaine dernière, sur les différents modèles utilisés en expérimentation animale, donc les souris notamment, les rats et les différents types d'applications. Et là maintenant, je vais plus vous parler de la réglementation en expérimentation animale, qui est appliquée donc par trois ministères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie et dans ce qui nous concerne, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc pour avoir l'autorisation de faire l'expérimentation animale au sein de l'IUT pour faire les TP avec vous, notamment j'ai dû faire une demande auprès de la direction départementale de la protection des populations pour que donc l'IUT soit déclaré comme un établissement d'expérimentation animale. Ensuite, il a fallu également que je demande l'autorisation à un comité d'éthique pour faire les différents protocoles que l'on applique. Donc juste par exemple pour une anesthésie et une euthanasie de l'animal, je dois donc mettre en place un dossier de validation par un comité d'éthique. Donc je vais revoir, en fait je vais vous expliquer quels sont les différents aspects qui doivent être respectés pour pouvoir avoir cette validation par le comité d'éthique. Donc cette réglementation, elle repose en fait sur une directive européenne qui date de 2010 et qui a été révisée donc en 2013 notamment. Et donc elle impose plusieurs choses au niveau des expérimentateurs, des animaux sur lesquels on va manipuler, des établissements dans lesquels on va manipuler, et elle impose également des règles au niveau du protocole et du suivi des animaux après le protocole. Donc ça on en avait déjà parlé, donc je vais plus vite. Donc en ce qui concerne les personnes qui vont manipuler sur les animaux, vous n'avez pas le droit de manipuler sauf dans le cadre de votre lutte sans avoir de formation. Donc il y a une formation initiale qui doit être passée. Donc, en tant que concepteur de l'expérimentation animale, par exemple, j'ai dû passer une formation qu'on appelait avant niveau 1, mais maintenant qu'on appelle une formation conception, donc qui va être adressée à tous les responsables des expérimentations qui vont mettre en place les protocoles et proposer des protocoles. Donc, ça s'adresse essentiellement à des chercheurs, plus qu'à des enseignants qui vont développer des expériences pour résoudre leurs problématiques. Donc il faut absolument avoir un bac plus 4 pour avoir des connaissances en biologie, pour pouvoir passer cette formation. Elle dure 15 jours et c'est une formation qui est payante, qui en général est prise en charge par l'université ou par la structure dans laquelle vous allez travailler. Donc il y a deux cas de figure, soit ces protocoles ne nécessitent pas de chirurgie, dans ce cas-là il n'y a pas besoin de faire de formation supplémentaire. Par contre, il se peut que vous ayez des protocoles de chirurgie, c'est-à-dire que vous allez endormir l'animal, lui ouvrir le ventre, lui enlever un organe ou lui greffer par exemple une tumeur et devoir le recoudre après. Et donc dans ce cas-là, ça nécessite de la chirurgie et donc dans ce cas-là, il faut faire une formation en plus à la chirurgie pour apprendre à faire des points de suture, suivre les protocoles de antidouleur par exemple. Donc ensuite, il y a les personnes qui vont vous assister dans les expériences, qui vont appliquer les expériences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ancienne formation niveau 2, mais que maintenant on appelle la formation application. Donc pour cela, en fait, juste un niveau bac est nécessaire. Et il faut faire donc une formation expérimentation animale anciennement niveau 2 ou application qui dure une semaine. Et pour ceux qui sont intéressés, le Centre universitaire de ressources biologiques de Caen propose une formation de niveau 2 à des étudiants, moyennement actuellement 250 €. Et donc vous pouvez comme ça acquérir les bases sur l'euthanasie, l'anesthésie et le contexte réglementaire qui sera plus développé que ce que moi je vous apporte. Enfin, il est possible aussi de travailler dans des animaleries, c'est-à-dire des lieux de stockage et de vie des animaux de laboratoire. Donc on appelle ça aussi des zootechniciens, ceux qui assurent le soin des animaux. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de niveau requis au niveau de formation universitaire ou scolaire. Par contre, il faut passer une formation de type soins qu'on appelait avant la formation niveau 3. Donc ces formations, personne ne peut les dispenser sans avoir été agréé
agréé par une commission nationale qui s'appelle la Commission nationale d'expérimentation animale. Je ne peux pas décréter que la formation que je vous donne de 2 heures vous permet d'avoir le niveau 2. Il faut respecter un cahier des charges qui est imposé par la Commission nationale d'expérimentation animale. Ce cahier des charges est notamment respecté par la formation qui est proposée par le CUR. Et donc, c'est ça qui lui donne le droit de vous dispenser cette formation. Et si vous validez l'examen final, vous avez donc l'habilitation à faire une application des protocoles en autonomie. Alors ça ne suffit pas, hein. Il faut savoir qu'une fois que vous avez cette formation, vous devez suivre en fait régulièrement des formations, c'est ce qu'on appelle la formation continue, contrairement à la formation initiale. Et donc il faut faire 3 jours de formation sur 6 ans. Alors ça paraît pas beaucoup, mais parfois c'est difficile à conjuguer avec, à concilier avec son travail. Et puis du coup ce sont des formations payantes qu'il faut faire financer par les laboratoires ou les structures dans lesquelles vous allez travailler. Donc, par exemple, l'ONIRIS, qui est l'école vétérinaire de Nantes, propose des formations de remise à niveau sur l'euthanasie, l'anesthésie qui peuvent être validées dans le cadre de cette formation continue. Et donc à chaque fois qu'on demande l'autorisation de faire un protocole d'expérimentation animale, on vérifie en fait que ce cahier des charges, c'est-à-dire cette formation continue, est respecté par l'ensemble du personnel. Alors ça, c'était la première réglementation, c'est la réglementation sur les personnes. Les personnes doivent être formées en fonction du type d'expérience qu'elles réalisent. Ensuite, vous avez la réglementation sur les animaux. Donc, quels sont les animaux qui sont soumis à cette réglementation? Nous avons fait une expérience sur l'embryon de poulet. Cette expérience, en fait, ne nécessite pas de saisine auprès du comité d'éthique, ne nécessite pas d'autorisation parce que c'est un embryon de vertébré ovipare, c'est-à-dire un vertébré qui pond des œufs. La réglementation, en fait, ne va toucher que les vertébrés au stade du coup adulte, et pour les vertébrés mammifères, ça va également toucher le fœtus à partir du dernier tiers de la gestation, c'est-à-dire à partir du moment où on est capable de détecter une réponse à des stimuli douloureux. Ensuite, récemment a été ajouté la sèche, les céphalopodes, ont été ajoutés les céphalopodes. Donc ce sont des invertébrés, alors j'aime pas trop ce terme, ce sont des mollusques qui ont un système nerveux très développé, notamment avec un cerveau, un crâne de nature cartilagineuse, et on est capable de montrer qu'ils ont des capacités d'apprentissage énormes, et donc ils sont capables également de ressentir de la douleur. Donc il faut également faire attention au type de protocole que l'on va appliquer. Alors, ne sont pas concernés par la réglementation tous les autres invertébrés, le criquet, la moule. On va faire des TP sur la dissection du ver de terre. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. Les autres embryons à des stades de développement plus jeunes ou des embryons de vertébrés ovipares, comme l'embryon de poulet. Alors, les animaux doivent venir également d'élevage agréé. Donc, je vous ai présenté des fiches catalogues de 2 grands fournisseurs internationaux, à savoir Janvier et Charles River. Ces fournisseurs ont des chartes et ont des élevages qui garantissent notamment la qualité sanitaire des animaux pour pas qu'il y ait de problèmes de contamination, notamment du manipulateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire des animaux aussi après utilisation? Il y a une réglementation assez stricte là-dessus. Soit on les euthanasie, on ne peut pas les réutiliser pour une autre expérience, par exemple, afin de diminuer le nombre d'animaux. On ne peut pas faire, par exemple, 2 protocoles douloureux sur un animal, on va l'euthanasier avec une méthode réglementaire. Et il est possible, dans certaines conditions, de l'adopter. Donc, à l'IUT, certaines souris qui n'ont pas été utilisées peuvent être adoptées. Donc, il y a un suivi des animaux qui rentrent et qui sortent, et ça, du coup, on va le consigner dans un registre d'entrée et de sortie des animaux. Donc, si vous adoptez l'animal, ce sera consigné dans le registre de sortie, ou si on l'euthanasie, etc. Troisième type de réglementation, la réglementation sur le transport des animaux. Vous pouvez transporter des animaux personnellement si la distance en fait entre le lieu où vous allez par exemple chercher vos animaux et le lieu où vous allez manipuler est inférieure à 50 km. Mais au-delà, en fait, le transport doit être réalisé par des transporteurs agréés qui connaissent en fait aussi les stratégies à adopter en cas d'accident, notamment avec des animaux dans la cargaison, qui respectent également la taille des cages pour éviter une surcharge d'animaux dans les cages.
Les animaux donc doivent être accompagnés d'un document d'accompagnement pour avoir un suivi des animaux, d'où ils viennent, ainsi qu'un certificat sanitaire qui indique en fait qu'on sait qu'ils sont indemnes de certains pathogènes, que certaines vérifications ont été réalisées. Notamment si vous voulez importer des animaux de Chine ou d'Angleterre, il va falloir vérifier ces certificats sanitaires. Donc, une des consignes aussi qui est donnée aux différentes personnes, c'est de réaliser une décharge rapide des animaux à l'arrivée, c'est-à-dire ne pas les laisser au froid dehors sur la paillasse et aller prendre un café en attendant. Les animaux doivent être rapidement conditionnés à leur nouvelle zone d'hébergement. Voilà. Alors j'ai plein de petits trucs qui m'arrivent, je m'excuse. Voilà. Donc, ensuite, il va y avoir une réglementation sur les expériences. Donc, les expériences, elles doivent être validées, comme je vous l'ai dit, par un comité d'éthique. Donc, il y a plusieurs comités d'éthique régionaux auxquels les différents laboratoires doivent se référer. Donc, nous, c'est le CENOMEXA, le comité d'éthique Normandie en matière d'expérimentation animale. Donc le comité d'éthique respecte en fait des règles qui ont été édictées par le comité national d'éthique. Et ensuite, le comité national d'éthique transfère ses recommandations au ministère. Donc les critères de validation qui sont pris en charge par ces comités d'éthique, donc on va faire un dossier dans lequel on va décrire où va se réaliser l'expérience, par exemple à l'UT, quels sont les personnels qui vont réaliser l'expérience, par exemple Madame Jeanne la préparatrice, moi-même en tant qu'enseignante ou mes collègues. Donc on va vérifier que on est correctement formé, enfin, le comité national d'éthique va vérifier qu'on est correctement formé. Ensuite, il va y avoir une vérification que l'établissement, c'est-à-dire l'IUT, est un établissement conforme, avec un respect dans la façon de stocker les animaux. Nous avons des armoires ventilées, par exemple, c'est-à-dire des armoires où la température est contrôlée avec un cycle jour-nuit respecté. Et ensuite, il va vérifier notamment si une cellule de bien-être est mise en place, c'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes, donc notamment une collègue, un vétérinaire et un représentant du Centre universitaire de ressources biologiques, qui s'assurent en fait que les conditions d'hébergement et des animaux, avant le protocole, après le protocole, respectent en fait le bien-être des animaux. C'est-à-dire que notamment, on doit essayer d'enrichir les cages en mettant tout simplement des petits mouchoirs ou des bouts de carton qui vont augmenter le caractère ludique en fait de la cage. Donc ça c'est des choses toutes bêtes pour l'élevage au quotidien. Après il va aussi vérifier que le protocole respecte les consignes en termes de limitation de la douleur. Donc on a un vétérinaire en fait qui est rattaché à cette cellule bien-être et auquel on peut en permanence poser des questions si jamais on a un doute en fait sur la réponse de l'animal à un traitement. Donc ce vétérinaire vient régulièrement aussi pour faire des visites et donc le protocole doit respecter également donc le protocole expérimental, par exemple tout simplement l'euthanasie et l'anesthésie des animaux que l'on fait avec vous doit respecter la règle des 3 R. Alors pour nous c'est pas très pertinent parce que du coup il y a très peu d'animaux qui sont utilisés et puis c'est pas vraiment un contexte de recherche, mais par contre cette règle des 3 R est très importante dans un cadre d'un contexte de recherche. Donc c'est le principe de remplacement, réduction et raffinement. Donc on va revoir ces 3 caractéristiques. Donc remplacement, réduction et raffinement. Donc déjà, réduction, le principe est de réduire le nombre d'animaux. C'est-à-dire il faut utiliser le moins d'animaux possible sans du coup perdre de l'information non plus et de la pertinence au niveau de l'expérience scientifique. Donc ça veut dire planifier rigoureusement ces expériences. On prend des témoins, on fait pas une expérience comme ça et on dit on verra par la suite si on doit l'améliorer ou pas. Ensuite, ça veut dire qu'on partage éventuellement des animaux, c'est-à-dire que par exemple, si on fait une dissection et qu'on récupère des organes pour un TP, puis un autre, on peut s'arranger pour faire qu'une fois une euthanasie d'animal pour les 2 TP, par exemple. Donc par contre, vous n'avez pas le droit de partager des animaux pour faire plusieurs expériences sur des animaux vigiles en même temps, hein, pas de répétition d'expériences douloureuses ou stressantes.
Et ensuite, par exemple, un des moyens de réduire le nombre d'animaux, c'est d'utiliser des souris consanguines. Parce que les souris consanguines, je vous rappelle que c'est des souris qui ont été reproduites sur plusieurs générations entre frères et sœurs. Et donc, du coup, elles ont un statut d'homogénéité génétique qui limite la variabilité des résultats. Et donc ça, du coup, ça va faire que les résultats seront plus robustes et qu'il y aura besoin de moins d'animaux pour montrer une différence entre un lot témoin, par exemple, et un lot qui est traité. Il faut faire aussi très attention au statut sanitaire, c'est-à-dire que d'expérience, j'ai connu des collègues en recherche qui ont fait une expérimentation sur des animaux témoins et des animaux non témoins qui étaient stockés dans 2 animaleries différentes. Donc déjà là, il y a un biais. Et ensuite, donc les animaux qui n'étaient pas témoins ont été finalement découverts comme contaminés à un virus qui perturbait complètement l'analyse des résultats. Donc toutes les expériences ont dû être jetées à la poubelle, enfin les résultats de l'expérience. Donc il faut absolument vérifier déjà qu'on travaille sur des souris témoins et des souris tests qui viennent d'une même animalerie avec un statut sanitaire identique et contrôlé. Donc l'autre caractéristique, ça va être de remplacer, donc bien sûr, tout le monde a entendu parler de ces nouvelles techniques qui cherchent à changer les mœurs et à diminuer l'expérimentation animale, notamment pour tout ce qui est pour les tests sur les cosmétiques, mais bon, du coup, ça s'applique aussi pour la recherche. Donc remplacer, ça veut dire faire des techniques de culture cellulaire, mais je vous ai expliqué que les cultures cellulaires, pour l'instant, ne permettaient pas de tout tester, et ensuite, en général, ce sont des cultures qui sont faites à partir de lignées immortelles, souvent cancéreuses. Donc ça rend les choses plus compliquées dans l'analyse. On peut faire de la bioinformatique, de la modélisation mathématique, par exemple pour prédire le comportement d'une substance à partir de substances qui sont proches et qui ont déjà été testées. Donc en fait, il existe du coup une obligation, si jamais il y a une méthode alternative qui existe, on doit recourir à cette méthode alternative et l'expérimentation animale n'est autorisée que s'il n'y a pas de méthode alternative. Et donc il y a un centre européen qui va en fait regrouper l'ensemble de ces méthodes alternatives. C'est ce qu'on appelle le European Center for the Validation of Alternative Methods ou l'ECVAM. Donc par exemple, une des méthodes qui est validée par l'ECVAM, c'est la méthode EpiSkin. En gros, au lieu de faire des tests sur des épidermes de lapins, on va du coup faire des cultures de cellules épidermiques in vitro pour reconstituer un épiderme. Vous retrouvez un peu la structure de la cellule, enfin de l'épiderme qu'on avait vu avec la couche cornée qui se détache et les cellules vivantes. Et on va appliquer en fait les molécules que l'on a attestées ou les produits cosmétiques que l'on a attestés sur cet épiderme qui est in vitro et regarder des lésions de l'épiderme, voir s'il y a une production par exemple d'interleukines, etc. Ensuite, donc, il y a une autre technique, par exemple, c'est pour voir si des molécules sont toxiques pour le développement embryonnaire. On peut, par exemple, prendre des embryons de poulet et puis faire des tests en fait sur ces embryons de poulet, donc ce qu'on appelle le whole embryo culture. On peut aussi récupérer des fragments de bourgeons de membres, c'est-à-dire les bourgeons, c'est ce qui se forme au début du développement embryonnaire dans la formation de la pâte, par exemple, et on va tester l'impact de substances sur la formation en fait de cet organe. Donc ça se discute parce que on est quand même obligé d'utiliser des animaux, mais disons que ce sont des animaux que l'on sait ne pas connaître encore la douleur parce que le système somesthésique n'est pas encore développé. Et enfin, la dernière chose, c'est le refine, donc ou optimiser, donc c'est réduire ou soulager l'inconfort, la douleur. Donc refine, c'est optimiser. Donc l'idée, ça va être de diminuer au maximum la douleur. Et donc par exemple l'utilisation de méthodes non invasives et aussi par l'adaptation des protocoles d'anesthésie et d'analgésie. Donc anesthésie, c'est le fait d'endormir, analgésie, c'est le fait d'enlever la douleur. Donc déjà, la première chose que l'on doit mettre dans un protocole que l'on envoie au comité d'éthique, c'est le point limite que l'on a choisi. C'est-à-dire que si par exemple on fait une expérience que l'on sait qui va être douloureuse, qu'on va normalement essayer de traiter par de la morphine, etc. Si jamais le traitement antidouleur ne marche pas et que l'on voit par exemple que l'animal perd énormément de poids, reste frustré dans sa cage, etc. On va dire à partir de là, donc là ça va être par exemple tel pourcentage de perte de poids ou telle durée dans laquelle il va rester dans sa cage, frustré au fond de sa cage, et bien à partir de ce moment-là, on décide d'arrêter l'expérience, c'est-à-dire de l'euthanasier, même si l'expérience n'a pas abouti.
Donc on met de côté en fait son objectif scientifique pour stopper la douleur de l'animal. Alors bien sûr, si on arrête la souffrance par l'euthanasie, mais il faut mieux ça que quelque chose. Donc un exemple de critère d'intervention, ça va être perte de poids de 10%, où on va se rendre compte que le poil est tout le temps hérissé, que l'animal est tout le temps prostré. On peut aussi déterminer une fréquence cardiaque à partir de laquelle on va décider d'intervenir par l'anesthésie et l'euthanasie. Donc, ça nécessite, du coup, après les protocoles, de surveiller les animaux. Et on a une réglementation qui impose que tous les jours, les animaux doivent être observés dans leur cage. Donc, on a un cahier qui indique en fait le passage quotidien des différentes personnes pour surveiller les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme critère pour voir si un animal souffre? Il y a des échelles de grimaces de la souris qui ont été mises en place. Donc par exemple, on peut regarder la forme des yeux. Si les yeux sont bien arrondis, en haut, donc orbital tightening, ça veut dire que l'animal est plutôt bien. Par contre, si les yeux commencent à se plisser et s'étirer, ça veut dire que l'animal est en souffrance. Ensuite, on peut regarder le nez si les vibrisses sont vers l'avant ou plutôt vers l'arrière et que le nez est serré. Si le nez est serré, nose bulge, ça veut dire que l'animal est en souffrance. On peut également regarder la position des oreilles. Si les oreilles sont plutôt tournées vers l'avant, c'est plutôt bon signe. Tournées vers l'arrière, c'est plutôt un mauvais signe. Donc grâce à ça, en fait, vous pouvez estimer en fait les niveaux de douleur de votre animal et dire voilà, si on observe tel niveau sévère pour tel critère, on intervient. Donc voilà pour la règle des 3 R. Alors on peut en rajouter un quatrième, souvent c'est la responsabilité, c'est-à-dire que en tant que concepteur ou manipulateur, vous avez une responsabilité de suivi de l'animal. Et donc en fait c'est finalement le bon sens aussi qui est mis en jeu pour ne pas mettre en avant et en priorité que ces résultats. Dernière chose, la réglementation, donc on a vu qu'elle portait sur les personnes, qu'elle portait sur les animaux et leur type de transport, qu'elle portait sur les expériences avec notamment le principe de réduire la douleur. Et en fait, il y a un quatrième niveau de réglementation, c'est sur le type d'établissement. Donc ils doivent être agréés, ce doivent être des établissements d'expérimentation animale. Alors il y a une erreur, c'est pas EAA, c'est EEA, qui doivent être agréés par la direction départementale de la protection des populations. Donc pour ceux qui sont en ABV, vous irez faire une visite l'année prochaine du CURB, donc du Centre universitaire de ressources biologiques, pour voir en fait comment s'organiser les différentes salles. Nous, notre expérimentation animale, notre établissement, notre salle, c'est juste une armoire ventilée de stockage transitoire. Par contre, dans des grandes animaleries, il faut respecter des règles, ne pas mélanger les animaux, faire une filière de matériel propre et une filière de matériel sale pour pas que tout se mélange et qu'il y ait des contaminations. Il doit y avoir un contrôle des flux d'air entre les pièces, etc. Un respect de la température, des cycles jour-nuit. Donc vous apprendrez tout ça et donc tout ça est consigné dans un document que l'on transmet à la direction départementale de la protection des populations qui va réglementer donc les établissements d'expérimentation animale. Donc finalement, vous devez tenir à jour 3 registres lorsque vous travaillez dans un établissement d'expérimentation animale. Le registre d'entrée et de sortie des animaux, vous mettez la date d'entrée ou de naissance et la date de sortie de chaque animal, en expliquant notamment la cause de la mort ou du retrait de l'animalerie, comme une adoption. Ensuite, vous devez indiquer le registre de surveillance quotidien, en indiquant tous les jours vos visites et si vous avez repéré des choses anormales, des animaux qui étaient blessés ou frustrés, ou s'ils se sont battus, par exemple. Donc ça, ce sera vérifié lors de l'inspection par le vétérinaire et l'inspecteur le vétérinaire de la cellule bien-être et l'inspecteur vétérinaire de la direction départementale de la protection des populations. Et enfin, vous avez un registre des médicaments aussi à tenir. Donc les médicaments, ça peut être des psychotropes, notamment des médicaments à usage humain. Donc ils sont sous armoire. Et la clé de l'armoire est détenue par une personne qui est habilitée. Et à chaque fois qu'on utilise un médicament et qu'on le remet, on met la dose qu'on a utilisée. Et donc c'est un registre d'entrée et sortie des médicaments. Alors si vous ne respectez pas ça, vous pouvez avoir des sections pénales, donc des amendes.
et la prison éventuellement pour à la fois l'expérimentateur et le directeur d'établissement d'expérimentation animale. Donc, qui seront alors en général, hein, les inspecteurs vétérinaires de la DTPP, ils viennent, ils font d'abord une première remarque pour dire il y a ça qui va pas, et on peut quand même corriger le problème avant d'avoir une amende et une sanction. Voilà, donc je vais m'arrêter sur cette partie du diaporama pour que vous puissiez déjà travailler tout ça. Je ferai une troisième partie sur les techniques d'anesthésie et d'analgésie. Donc sachez que lors du DS final, hein, vous aurez des questions en fait sur l'expérimentation animale sur ce chapitre-là, en plus du chapitre sur le rein, l'intestin et la photosynthèse. Donc il y a un bon programme de révision. Voilà, je vous souhaite bon courage et à très vite. Au revoir.